France 24, LCP, Public Sénat présente. Bonjour à tous et bienvenue pour Ici l'Europe, votre émission sur France 24 et les chaînes parlementaires Public Sénat et LCP. Dans la partie débat de ce programme, nous nous interrogerons, faut-il taxer les riches? Mais tout de suite, l'Europe tente de rentrer dans le jeu diplomatique face à un plan de paix Trump pour l'Ukraine qui l'a prise une fois encore de court. La première puissance économique du globe a bien du mal à s'imposer sur la scène diplomatique et à parler d'une seule voix parmi les 27. La Belgique, qui abrite 12 millions d'habitants, et la capitale européenne a un poids particulier. Et nous partons d'ailleurs en direction de Bruxelles, où nous attend en duplex Maxime Prévost. Bonjour. Vous êtes... Bonjour. Depuis février, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, des Affaires européennes et de la coopération au développement. Je précise que vous êtes ancien président du parti Les Engagés, qui est un parti politique belge francophone centriste et social-libéral, qui fait partie donc de la coalition au gouvernement, coalition dite Arizona, allant des socialistes aux nationalistes flamands de la N-VA de Bart de Wever, premier chef de gouvernement d'ailleurs de cette couleur politique. On va parler un petit peu de la Belgique plus tard, mais évidemment on commence sur le dossier brûlant de l'Ukraine. Que penser d'un plan de paix surprise négocié entre Trump et Poutine, qui semblait d'ailleurs très favorable aux Russes? Mais écoutez, une fois encore, nous voyons l'Union européenne dépassée au niveau de sa diplomatie et de ses relations extérieures. C'était déjà le cas avec Gaza et l'histoire se répète à nouveau maintenant sur le front ukrainien, qui est pourtant un conflit au cœur de son propre territoire. On a un peu le sentiment qui doit évidemment être évité, que les États-Unis, dont on doit évidemment saluer l'effort pour essayer de trouver un cessez-le-feu et on l'espère une paix durable, mais choisit finalement le restaurant, détermine le menu, mais c'est régulièrement l'Union européenne qui est amenée à devoir payer la facture. Il ne peut pas y avoir de solution de paix durable qui concerne l'Ukraine et sans l'Europe. Nous sommes nous-mêmes des acteurs clés qui doivent être autour de la table pour ne pas seulement payer les factures, mais créer les conditions aussi d'une paix qui pourra être durable une fois que cette séquence de présence américaine sera passée. En attendant, les Européens, on le sent bien, ont du mal à formuler des amendements à ce plan parce qu'ils sont divisés entre eux. Il était question originellement pour Kiev de renoncer au territoire conquis par la Russie et d'établir une zone tampon sur son sol. Est-ce que nous allons, nous Européens, favoriser une paix rapide et défavorable à l'Ukraine? Écoutez, ce qu'il faudrait, c'est que les Européens eux-mêmes soient en capacité d'offrir une contre-proposition pour un plan de paix. Bien entendu, il y a matière à pouvoir être critique sur ce qui s'esquisse aujourd'hui, d'autant que l'Ukraine semble devoir subir finalement ce plan plutôt que de pouvoir, de manière respectueuse, participer à l'édification d'une stratégie qui ne discrédite pas l'Ukraine. L'objectif n'a jamais été de veiller à ce que celle-ci mette un genou en terre ou abdique. Je rappelle qu'elle est la victime de cette guerre d'agression. Mais l'Union européenne est elle-même bien en peine de proposer une alternative pour atteindre le cessez-le-feu et garantir une paix durable. Et donc, dans l'attente, on doit évidemment veiller à bien être autour de la table présent. Les questions de respect de l'intégrité territoriale de l'Ukraine paraissent essentielles aux yeux de la Belgique, sans quoi ça va devenir un précédent extrêmement dangereux, pas seulement au détriment de l'Ukraine, mais ailleurs aussi dans le monde. Je pense que le droit international doit continuer de prévaloir, celui qui garantit précisément que ce territoire soit respecté, que la souveraineté ukrainienne puisse continuer de s'y exercer. Il ne peut pas y avoir de place non plus pour l'impunité à l'égard des actes d'agression posés par la Russie. Et c'est la raison pour laquelle un scénario de paix avec la force comme moteur qui tord le bras aux Ukrainiens n'est pas acceptable. S'il doit y avoir des considérations territoriales, ça doit se faire avec l'exclusive approbation de l'Ukraine, mais certainement pas
au détriment de sa volonté. Volodymyr Zelensky est fragilisé par un scandale de pot de vin de 86 millions d'euros empochés par un homme d'affaires qui lui est proche à travers une compagnie nucléaire nationale. Il a dû démissionner 2 de ses ministres. Et est-ce qu'il n'est plus en position de force, selon vous, pour négocier une bonne paix ? Non, je pense qu'il n'y a pas d'interlocuteur plus crédible que le président Zelensky pour pouvoir défendre les intérêts ukrainiens autour d'une table de négociation, même si, évidemment, on est préoccupé par les scandales qui touchent l'Ukraine en matière de corruption. Il est évident que par rapport aux standards européens, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Je fais confiance à la justice ukrainienne pour tirer tout ça au clair, mais il ne faudrait pas que ces situations très problématiques sur le plan de l'éthique, de la gouvernance, soient instrumentalisées pour fragiliser le président ukrainien ou ses légitimes revendications. On doit être, comme Européens, à ses côtés pour s'assurer que la solution c'est ce qui serait demain et qui garantirait au peuple ukrainien une paix durable, ne se fasse pas à son détriment, alors que c'est lui qui est le peuple agressé. Cette semaine, comme toutes les semaines, nous vous proposons de faire le point sur quelques nouvelles du vieux continent. C'est l'Europe en bref, avec Isabelle Romero. Avancée décisive pour les droits LGBT, le 25 novembre, un arrêt de la Cour de justice européenne impose aux États membres de reconnaître les mariages de même sexe contractés légalement dans un autre État européen. Un couple de Polonais mariés en Allemagne s'est vu refuser la transcription de leur acte de mariage en Pologne, où les mariages de même sexe sont interdits. Selon la Cour, ce refus constitue une entrave à la liberté de circulation et au respect de la vie familiale. Même si la Pologne n'est pas tenue d'adopter cette législation, elle s'apprêtait à introduire un partenariat civil sous l'impulsion du Premier ministre polonais Donald Tusk. Un texte bloqué par le président ultra-conservateur, regrette Dariusz Wieczorek de la Nouvelle Gauche. J'espère que le président regarde cet arrêt de la Cour de justice et réalise que la Pologne fait partie de l'Europe et que peut-être il hésitera à opposer son veto au partenariat civil. Le sommet UE-Afrique des 24 et 25 novembre en Angola visait à renforcer leur partenariat commercial. L'UE entend sécuriser des minerais stratégiques nécessaires à sa transition écologique et à réduire sa dépendance à la Chine pour les terres rares. Le Global Gateway, vaste plan d'investissement, est relancé selon Antonio Costa, président du Conseil européen. Il est essentiel de garantir que ce partenariat se développe sur une base d'intérêt mutuel et non selon une logique extractive, comme cela s'est produit au siècle précédent. La Commission européenne prépare de nouvelles garanties à l'utilisation de 140 milliards d'euros d'avoirs russes gelés pour un prêt de réparation à l'Ukraine. Car la Belgique freine, la majorité de ces avoirs transitant par un dépositaire basé à Bruxelles. Elle plaide pour un emprunt de l'UE. Mais là, c'est la Hongrie de Viktor Orban qui menace de veto. Orban, qui était vendredi auprès de Poutine à Moscou. Maxime Prévost, les négociations de paix qui s'accélèrent alors que n'a pas été réglée entre les 27 la question du prêt de réparation qui utiliserait les actifs immobilisés pour prêter à l'Ukraine 140 milliards d'euros. C'est votre pays, la Belgique, qui bloque. Est-ce que la Commission et vos voisins vont trouver des garanties suffisantes ? Nous sommes convaincus qu'il est nécessaire d'aider financièrement l'Ukraine, mais pour pouvoir le faire de manière rapide et de manière sécurisée sur le plan juridique, il nous semble que la meilleure voie à suivre est celle d'un emprunt directement contracté par l'Union européenne. Ça s'est déjà fait pour d'autres enjeux par le passé et ça ne pose pas de problème de sécurité juridique. Contrairement à cet emprunt de réparation que l'on veut réaliser en allant vampiriser les avoirs souverains russes qui se trouvent à Euroclear, à Bruxelles. Et du reste, je rappelle que dans d'autres pays, tels avoirs souverains existent aussi. Dans le plan initial de Donald Trump, ça allait d'ailleurs dans la poche des Américains, d'un consortium américano-russe, ces fameux avoirs russes. Ils existaient, mais pour aller en direction des États-Unis. C'est aussi un élément qui pose difficulté. Aujourd'hui, la Belgique estime que toute démarche qui pourrait être assimilable à une confiscation qui se fasse sur base de motifs politiques et non pas suite à une décision judiciaire quelconque, est couronnée d'un risque majeur
de nature systémique, un risque juridique bien sûr. Il est un peu compliqué de défendre le droit international et de fustiger la Russie au motif qu'elle ne le fait pas pour nous-mêmes poser des actes qui seraient contraires au droit international. D'autre part, on sait qu'en cas de poursuite devant des instances, la Russie aurait de grandes chances d'obtenir gain de cause et la Belgique n'est pas en capacité seule de pouvoir, au vu de la petitesse de son pays et de ses finances, accuser le coût d'un remboursement de près de 200 milliards d'euros, sans parler des amendes potentielles, raison pour laquelle nous avons depuis des mois exigé que si il y avait une volonté politique d'aller dans cette direction, elle devait impérativement s'accompagner d'une coalition. Il faut que tout le monde alors accepte, si l'acte est posé alors que l'on sait que c'est juridiquement contestable, qu'il y ait cette solidarité budgétaire, financière, le moment venu. Mais actuellement, on voit que beaucoup réclament l'usage de ces biens souverains russes qui sont stockés à Bruxelles sans pour autant souhaiter s'engager pour pouvoir être solidaires le moment venu ou limiter les risques de mesures de rétorsion. Et donc le risque est systémique aussi, d'effondrement de la confiance sur les places financières. Que pensez-vous que les autres États dans le monde qui ont aussi des avoirs souverains en Europe risqueraient de penser? Ils se diraient aussi que demain, pour une raison X ou Y qui soit de nature politique, ils pourraient être soumis à des processus de confiscation. Et donc, si tout le monde retire ses avoirs, c'est aussi l'euro qui s'en trouverait fragilisé, ce qui ne serait probablement que bénéfice pour les Américains ou pour la livre sterling. Mais je le répète, le plus simple, c'est de recourir à la mobilisation d'un emprunt européen. Oui, c'est une solution à trouver d'ailleurs vite. Vous dites avant le prochain sommet du 18 décembre entre les 27, l'emprunt européen, la France y est plutôt favorable. Mais là je disais, Viktor Orban en Hongrie, en pleine campagne électorale et proche du Kremlin, pourrait y émettre son veto. À ce moment-là, un emprunt à 26 ? Mais pourquoi pas, si c'est le scénario qui permet de mobiliser rapidement les fonds dont l'Ukraine a besoin et de garantir qu'il n'y ait pas de risque inconsidéré qui soit pris ni sur le dos de la Belgique, ni sur le dos de l'euro ou de la cohérence de notre mécanisme financier européen. Je pense que c'est la voie la plus sage, dans l'intérêt même des Ukrainiens, qu'une solution rapide se dégage. La Belgique, qui est au cœur de l'Europe, se préoccupe de son réarmement. Elle a décidé de rétablir son service militaire volontaire, comme la France d'ailleurs très récemment. On écoute le président Macron le jeudi 27 novembre sur ce sujet. Un nouveau service national va être institué progressivement dès l'été prochain. Ce service poursuit 3 objectifs précis. Renforcer le pacte noué entre notre nation et notre armée. Renforcer la capacité de résistance de notre nation. Consolider la formation de nos jeunes. Maxime Prévost, chef de la diplomatie belge, votre pays vient donc de réintroduire une année de service fondée sur le volontariat. 150 000 jeunes Belges de 17 ans ont reçu une lettre pour se présenter. Pourtant, vous consacrez à peine 1,3% par ailleurs de votre PIB à la défense. Alors pourquoi ce choix ? L'accord de coalition prévoit bien que tous les jeunes de 17 ans recevront un courrier pour les inciter à pouvoir suivre pendant 1 an, à hauteur d'une rémunération de l'ordre de 2 000 € par mois, ce service volontaire sur le plan militaire, avec l'espoir de susciter des vocations qui permettront alors d'accroître l'enrôlement dans nos forces armées par la suite. Je suis moi-même issu d'une génération qui n'a pas connu le service militaire obligatoire, qui a été abandonné en Belgique dans les années 90, mais il nous semble qu'aujourd'hui, plus que jamais, il est nécessaire d'assurer une meilleure filière de recrutement dans nos forces armées. Il est vrai, par contre, vous l'avez souligné, que la Belgique a souvent été l'un des mauvais élèves de la classe de l'OTAN pour ses investissements en matière de défense. Le gouvernement a décidé de changer cet état de situation. Nous avons inscrit une trajectoire de financement dans les années qui viennent bien plus conséquent, à plusieurs dizaines de milliards d'euros qui vont être mobilisés pour rattraper notre retard et continuer d'être un partenaire fiable de l'OTAN, a fortiori étant le pays qui accueille ces QG sur la place européenne. Alors le chiffre de la semaine concerne votre pays, la Belgique. Dette publique brute, 107% du PIB en 2025 et un déficit de 5,3% du PIB. La Commission alerte. Après des mois de négociations, votre gouvernement fédéral a conclu un accord budgétaire concernant un effort de 9 milliards d'euros en relevant la TVA. Grève générale de 3 jours d'ailleurs qui dénonce une casse sociale. Que faut-il penser de ce pays très divisé aussi ?
D'abord, l'Union européenne a eu raison de tirer la sonnette d'alarme et nous avons fait œuvre de pédagogie auprès de notre population en expliquant qu'on ne pouvait plus vivre au-dessus de nos moyens, que ces dernières décennies, des réformes indispensables qui devaient être prises, fussent-elles impopulaires, ne l'ont pas été. C'est regrettable et on se trouve maintenant au pied du mur avec le risque d'être potentiellement l'un des plus mauvais élèves de la zone euro si nous ne prenons pas en main notre destinée budgétaire pour remettre le pays sur les rails. En un an, nous avons fait un effort de redressement structurel de nos finances de 32 milliards d'euros. C'est du jamais vu depuis ces 50 dernières années. Ça se fait évidemment avec des grincements de dents. Nous en sommes conscients, nous l'assumons, mais aujourd'hui, l'heure est à avoir des hommes et des femmes politiques responsables qui assument de faire des choix et des réformes dans l'intérêt de nos générations futures. Et c'est ce que nous avons fait avec cet accord budgétaire qui a été conclu il y a quelques jours maintenant. Nous ne pouvons pas nous permettre le luxe. La question du volant de la dette est évidemment toujours préoccupante, même si en Belgique, c'est principalement une dette intérieure. Et donc, potentiellement moins problématique que d'autres. Mais par contre, le déficit devait pouvoir être résorbé et nous avons maintenant remis le pays sur une trajectoire d'assainissement. Alors, quelques questionnements quand même à propos de votre gouvernement Arizona, composé de 5 partis, dirigé par le Premier ministre belge Bart De Wever, figure historique du nationalisme flamand, qui a d'ailleurs relancé l'idée d'unir la Belgique et les Pays-Bas. Ça passe bien cette idée auprès des Belges et des Néerlandais ? Alors, il n'a pas lancé l'idée de pouvoir permettre cette union historique entre les Pays-Bas et la Belgique. Il a rappelé, comme historien du reste, combien il regrettait qu'à l'époque, il y ait eu cette division. Ma foi, c'est son droit, chacun met ses sentiments où il le souhaite, mais toujours est-il qu'avoir un renforcement des démarches du Benelux, ça nous semble important. Le Benelux, c'est quand même 3 pays fondateurs parmi les 6 de l'Union européenne, et c'est aussi une structure forte qui préexistait à l'existence de l'Union européenne, et donc il y a du sens à pouvoir reconsolider ce noyau. Je m'y emploie également avec la diplomatie belge. Par ailleurs, c'est vrai que la Belgique est connue pour son sens du compromis. Nous avons un gouvernement composé de 5 partis, un socialiste, 2 centristes, 2 libéraux et conservateurs, mais nous arrivons à faire bouger le pays parce que de longue date, nous avons compris que faire un compromis, ce n'était pas se compromettre. Je pense que ça peut probablement inspirer d'autres pays qui nous sont proches, la France, parce que c'est important vous désignez clairement la France. On le comprend. Oh, alors, c'est aussi le cas. C'est aussi le cas aux Pays-Bas. Je pense qu'aujourd'hui, nous n'avons plus que jamais le besoin de trouver des forces politiques capables de trouver des points d'équilibre pour pouvoir faire des progrès, plutôt que d'être dans une bipolarisation qui va s'avérer stérile, quels que soient les pays concernés partout en Europe. Merci Maxime Prévost d'avoir été en notre compagnie. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous restez avec nous. Tout de suite, le débat à suivre. Faut-il un impôt sur les milliardaires et les multinationales? C'est le débat à Bruxelles avec les chaînes parallèles. Merci de nous rejoindre à Bruxelles, au Parlement européen, pour débattre d'une question dans l'air du temps. Faut-il taxer les riches et les multinationales? En effet, les inégalités en Europe se creusent et n'ont jamais été aussi fortes. Selon la Banque centrale européenne, 5% des plus riches détiennent 45% de la richesse totale en Europe. Alors dans ce contexte, il y a en France un débat enflammé sur l'opportunité d'instaurer la taxe Zuckman, une taxe de 2% sur les patrimoines des ultra-riches. Une taxe Zuckman qui, si elle était étendue à l'ensemble de l'Union européenne, pourrait rapporter 67 milliards d'euros à notre budget. Alors regardons cette carte très parlante. La tendance est plutôt inverse en Europe, avec la disparition d'impôts sur les grandes fortunes ces dernières années dans la quasi-totalité des pays de l'Union européenne, à l'exception de l'Espagne socialiste. Les multinationales sont aussi dans le viseur, notamment celles qui ont fait des bénéfices avec la flambée des prix de l'énergie à la suite de la guerre en Ukraine. Même si l'Union européenne s'est montrée favorable à un impôt minimum de 15% sur les multinationales, ces dernières n'ont jamais été aussi peu taxées depuis 30 ans. En cause, la compétition fiscale, toujours d'actualité entre les 27, pour attirer les sièges des grands groupes. Alors pour en débattre, nous accueillons 2 eurodéputés aujourd'hui. Marina Mesure, bonjour. Bonjour. Vous êtes eurodéputée française, membre du groupe La Gauche ici au Parlement européen et membre du parti La France Insoumise en France. Nous accueillons également Yvan Verhofstadt, bonjour. Bonjour. Vous êtes eurodéputé belge, membre du groupe centriste Renew ici au Parlement européen. Et en Belgique, vous présidez le parti centriste Les Engagés qui est membre de la coalition au pouvoir. Alors monsieur Verhofstadt, les 5%
les plus riches de la zone euro détiennent 45% de la richesse nette produite. Cela ne pose-t-il pas un problème à la cohésion de nos sociétés européennes, à notre fameux modèle finalement d'économie de marché social ? Ce qui est important, c'est qu'il y ait de l'équité. Et en fait, on le voit dans tous nos pays, on voit qu'il y a des tensions fortes, que les budgets sont difficiles et que face à ces budgets, on demande un effort. On demande un effort à chacun. Et je pense que cet effort, il ne peut être accepté que si chacun contribue à hauteur de ses capacités. Et donc, dans ce sens-là, le problème, c'est si ces 5% ne participent pas suffisamment à une hauteur raisonnable de leur capacité, en fonction de leur capacité à l'effort commun, oui, ça crée un problème. Et à un moment donné, il n'y a pas d'acceptabilité sociale s'il n'y a pas de solidarité nationale. Mais Marina Mesure, le fait qu'il y ait des milliardaires en Europe, est-ce que, au contraire, ce n'est pas un bon signe? Ça veut dire que notre économie produit de la richesse. Ben non, c'est surtout indécent. Indécent pourquoi ? Eh bien parce que effectivement, il y a de plus en plus de milliardaires. D'ailleurs, dans le dernier rapport d'Oxfam, on nous dit qu'au sein de l'Union européenne, on est passé à 500 milliardaires, 39 de plus que depuis 2024. Et dans le même temps, on apprend qu'un Européen sur 10 vit sous le seuil de pauvreté. En France, nous passons le cap de 10 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, dont 8 millions qui n'ont pas de quoi manger chaque jour. Donc c'est totalement indécent cet accaparement de la richesse par quelques-uns au détriment du reste de la population. Alors on écoute le point de vue effectivement inquiet de l'ONG Oxfam qui revient sur cette montée des inégalités en Europe depuis la guerre en Ukraine. Au niveau européen, les inégalités ne cessent de se creuser. On voit depuis notamment la guerre en Ukraine, il y a une forte inflation qui a touché les personnes les plus précaires au niveau européen, même si maintenant l'inflation est un petit peu derrière nous, mais elle continue à avoir un impact sur les ménages européens avec une baisse de pouvoir d'achat. Dans le même temps, les plus riches et les milliardaires n'ont cessé de voir leur fortune augmenter. Donc on voit bien qu'il y a des fortes disparités et des inégalités au niveau européen. Il y a des pays européens qui s'en sortent un petit peu mieux que d'autres. On a précisément les pays plutôt de l'Europe du Nord qui ont malgré tout des inégalités relativement faibles par rapport à d'autres pays. On pense au Danemark, à la Finlande ou à l'Allemagne. L'ONG Oxfam évalue les efforts qui sont mis en œuvre par les gouvernements pour réduire ces inégalités. Yvan Verhofstadt, parlons de la Belgique notamment, qui a plutôt des bons scores en termes de lutte contre les inégalités. La Belgique est plutôt un pays égalitaire comparé aux autres États membres européens. Comment vous l'expliquez? C'est parce que les Belges payent beaucoup d'impôts? Alors évidemment, oui, il y a cette solidarité, mais de nouveau, je pense que créer de la richesse, avoir de la richesse, c'est à l'avantage de tout le monde, à condition que chacun fasse sa part. C'est ça l'essentiel. Je pense que ça n'a aucun sens de stigmatiser les plus riches. L'important, c'est que ces plus riches puissent contribuer au bien-être commun. Ça a été le cas en Belgique longtemps. C'est vrai que maintenant, on voit qu'il y a une pression qui est de plus en plus forte, et c'est vrai avec l'inflation, sur les plus précarisés. Et à cet égard-là, il faut veiller que la concurrence fiscale entre les pays européens, entre autres, ne mette pas en danger la capacité de ponctionner aussi sur ceux qui ont le plus de moyens, parce qu'on sait que les capitaux bougent plus vite que l'immobilier ou que le travail. Justement, votre pays a la réputation d'un paradis pour les plus riches, notamment les Français qui s'exilent volontiers avec des impôts assez faibles sur le capital et surtout les successions. C'est un paradoxe belge, vous êtes plus égalitaire, mais au prix de finalement recruter un peu fiscalement chez les autres, non? Alors sur les successions, on a quand même des taux d'impôt sur les successions qui sont quand même assez élevés. C'est vrai que par contre, on n'avait pas de fiscalité sur les plus-values sur actions. Donc c'est vrai que c'est une grosse niche fiscale qui existait en Belgique, sur laquelle on va revenir. Donc après des années et des années, où c'est vrai qu'on faisait une plus-value sur entreprise, il n'y avait pas de part qui participait à la collectivité et à la solidarité. C'est quelque chose qu'on a décidé de modifier et sur lequel on va revenir ici avec ce gouvernement, justement pour donner le signal que les épaules les plus larges, ceux qui ont la chance de faire une plus-value, et c'est positif qu'ils fassent une plus-value, mais participent aussi au bien commun. Marina Mesure, il y a actuellement en France un débat très intense sur la fameuse taxe Zuckman, qui est en réalité un impôt plancher de 2% sur les patrimoines supérieurs à 100 millions d'euros et qui rapporterait à la France 15 milliards d'euros. Alors la gauche est pour, mais l'Assemblée nationale a rejeté cette taxe Zuckman au motif qu'elle viendrait taxer les actions, c'est-à-dire tous les investisseurs dans notre économie. Est-ce que vous entendez cet argument ? Déjà, effectivement, l'Assemblée nationale l'a rejeté, mais pourtant 85% de la population en France soutient cette taxe Zuckman, justement parce qu'elle comprend qu'il y a un problème d'accaparement de la richesse par quelques-uns et qu'ils doivent plus contribuer au bien commun. Alors effectivement, sur cette taxe Zuckman, déjà, juste de comprendre quelque chose, il ne s'agit pas de confiscation. Aujourd'hui, les ultra-riches ont en moyenne une augmentation de leur richesse de l'ordre de 10% par an.
Ce qui est proposé aujourd'hui, c'est de faire une taxe de 2% sur les patrimoines au-delà de 100 millions. Concrètement, vous gagnez 1 milliard d'euros. Eh bien, à la fin de l'année, vous avez, avec cette augmentation de 10% par an, 1 milliard et 100 millions d'euros. Ce qu'on vous propose avec la taxe Zuxman, c'est que vous aurez à la fin de l'année 1 milliard et 78 millions d'euros, ce qui me semble quand même pas exagéré. Donc tout ça pour dire que déjà, il n'y a aucune confiscation dans ce qui est proposé. Deuxièmement, il y a plusieurs études qui l'ont montré qu'il n'y a pas d'exil fiscal puisqu'il y a d'autres États qui sont en train de le mettre en place. Je pense notamment à l'Espagne qui a prôné justement cette taxe Zuxman et il n'y a pas eu d'exil fiscal. Il y en a eu au moment de l'ISF, l'imposition de l'ISF, ça s'est traduit sur 10 ans par la perte de plusieurs dizaines de milliers de milliardaires qui sont français qui sont partis s'exiler. Il n'y a jamais eu autant de milliardaires en France. Et les 500 fortunes depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron ont vu leur fortune multipliée par 2. Donc, a priori, ils sont dans un environnement qui leur est agréable à ces milliardaires en France. Donc non, il n'y a aucun problème au niveau de l'investissement. Donc juste pour revenir sur ce point-là, il y a plusieurs études qui montrent qu'avec la taxe Zuxman, on estimerait à la perte d'investissement de l'ordre de 0,4%. Donc c'est rien. Alors, monsieur Verhofstadt, une taxe Zuxman étendue à l'Union européenne rapporterait 67 milliards d'euros au budget européen qui en a bien besoin. Pourquoi est-ce qu'on ne proposerait pas ces 2% sur une poignée de milliardaires alors que 2/3 des Européens sont très favorables à l'idée de taxer les plus riches selon Eurobaromètre ? Si vous me permettez, j'ai l'impression que ce débat est très polarisé, très idéologique en France, vu de Belgique. Moi, je ne dirais pas que c'est une taxe Zuxman d'ailleurs. C'est un plancher qui garantit que chacun fasse sa contribution. Et à cet égard-là, moi, je peux le comprendre. Nous, chez les engagés, nous défendons la globalisation des revenus. Donc, en effet, quand vous gagnez de l'argent à la sueur de votre front, il n'y a pas de raison qu'il soit plus taxé que l'argent qui est réalisé avec de l'argent. Donc, nous défendons ce principe de globalisation et d'ailleurs, on devrait pouvoir le faire à l'échelle européenne. En attendant, partir du principe de ce qu'on pourrait appeler une sorte de revenu notionnel, de revenu théorique sur le capital, qui estime qu'il ait un rendement de 10 selon certains. C'est vrai qu'une fois qu'on a des capitaux qui sont très importants, le rendement théorique pourrait être de l'ordre de 6 à 10%. Partir du principe que ce rendement, ces moyens-là, soit ponctionnés, soit taxés à hauteur de 30% par exemple, ce n'est pas complètement irréaliste, ou en tout cas garantir que ceux et celles qui disposent de ces moyens-là payent un minimum d'impôts, donc un plancher fiscal, me semble quelque chose qui peut se défendre globalement parce que ce sont des revenus du capital qui seraient alors quelque part taxés. Donc finalement, vous êtes en désaccord avec vos collègues français au sein du groupe Renew, les eurodéputés macronistes qui disent « Ah là là, surtout pas de taxe Zuxman parce qu'on va toucher à notre appareil productif ». Je pense, et je ne cherche pas à être en désaccord, je dis simplement la réalité. La réalité, c'est que ceux et celles qui ont des moyens et qui gagnent de l'argent avec de l'argent doivent pouvoir contribuer correctement, pas plus, mais correctement et de la même manière que celles et ceux qui gagnent cet argent-là à la sueur de leur front. Et donc dans ce cadre-là, sur les plus grandes fortunes, avoir un premier mécanisme temporaire, idéalement à l'échelle européenne, pour éviter des compétitions fiscales, ça ne me semble pas dénué de sens si on dépolarise, si on arrête de casser du sucre aussi sur l'image des gens qui sont riches. Je pense qu'on a de la chance quand on a des personnes qui ont des capacités contributives. Il faut simplement les utiliser. En parlant de votre parti, justement, écoutons l'un des membres célèbres de votre parti, le président Emmanuel Macron, qui craint qu'avec une telle taxe, la France devienne un repoussoir. On l'écoute. Et là aussi, je le dis, dans un moment où on voit ressurgir des discours qui m'étonnent, mais on ne grandit pas un pays en attaquant ses champions. On peut avoir des débats, ils sont toujours légitimes, ils sont nécessaires dans la vie d'un pays pour avoir une croissance juste, trouver les bons équilibres. On ne rend pas un pays plus heureux quand on empêche ses champions d'aller conquérir de nouveaux marchés. Alors les champions européens, Marina, à mesure, ça vous inspire quoi ? Ça m'inspire le bilan d'Emmanuel Macron. Depuis qu'il est arrivé au pouvoir, il y a plus d'1 million de pauvres supplémentaires en France. Et c'est justement le bilan d'une politique qui visait justement à ne pas taxer les plus riches, à une politique qui visait à faire des cadeaux fiscaux aux entreprises. Est-ce que ça a permis de mieux vivre dans notre pays ? Non. Évidemment, je vois beaucoup d'hypocrisie dans son discours.
Alors parlons des multinationales, Yvan Verhofstadt, car on le rappelle, l'Union européenne s'est engagée en 2021 à un impôt minimum de 15% sur les multinationales, mais ces dernières, quand on regarde l'évolution des chiffres, elles n'ont jamais été aussi peu taxées dans l'Union européenne, en moyenne autour de 18%, un taux qui est plus bas que les petites et moyennes entreprises, avec des disparités entre les pays. Est-ce qu'il y a un effort de solidarité actuellement à demander à ces grands groupes ? Clairement, je pense qu'on doit aujourd'hui prendre la mesure et c'est un des défauts, des péchés originels de l'Europe. Ça a été notre incapacité à avoir une harmonisation d'abord au sein de l'Union européenne elle-même. On voit bien qu'un pays comme l'Irlande, par exemple, avec un taux d'impôt des sociétés plus bas, a 3 fois plus d'impôt des sociétés par habitant que la France, par exemple. Donc cette compétition, c'est un dilemme du prisonnier. Il y en a un qui est sorti avant, qui s'est fait une niche fiscale et qui, quelque part, a 3 fois plus d'avantages que ceux qui, en France, ont un taux plus élevé. Et donc, il faut absolument retravailler là-dessus. C'est une priorité. Si les multinationales ne payent par leur part, nous déstabilisons parce que ceux qui jouent le jeu, entre autres les travailleurs, ont un poids qui est beaucoup trop lourd, qui empêche nos facteurs de production d'être suffisamment compétitifs et qui fait qu'on perd au niveau de la compétition globale. C'est vrai pour les multinationales au sein de l'Union européenne. C'est vrai aussi pour les multinationales qui profitent d'une position position dominante, comme les GAFAM par exemple, qu'il faut absolument taxer, qui aujourd'hui profitent trop aux actionnaires. C'est un problème européen. On doit réussir à plus ponctionner sur la valeur créée par ces entreprises-là. Les GAFAM, c'est moins de 10% effectivement de taxation effective, parce qu'il y a des montages financiers et de l'optimisation fiscale. En France, votre parti, la France Insoumise, Marina Meuzière, a fait voter à l'Assemblée une taxe sur les multinationales de 26 milliards d'euros. Est-ce qu'on ne tombe pas dans une surenchère fiscale qui mettrait à terre notre compétitivité économique? Parce que là, on est aussi dans un momentum en Europe où on veut relancer la compétitivité face aux États-Unis, face à évidemment nos partenaires commerciaux qui ne nous veulent pas que du bien. Ce n'est pas la question de la fiscalité aujourd'hui qui est ce qui entrave la compétitivité en Europe. En tout cas, ce n'est pas mon point de vue. Par ailleurs, et je parlais de l'énergie parce qu'effectivement, au moment de la crise, et c'est des débats qu'on a eus à ce moment-là au sein de cet hémicycle, puisque Ursula von der Leyen venait en nous disant qu'il allait falloir taxer les surprofits, notamment des énergéticiens qui s'étaient fait 40 milliards, donc on parle de ces multinationales-là. 40 milliards de bénéfices, par exemple en France, en revendant une électricité plus chère que ce qu'elle leur revenait à produire. Et derrière, les gens, ils n'arrivaient plus à payer leur facture d'électricité. Donc on a des choses très concrètes qui sont arrivées ces derniers mois qui nous montrent que les questions de compétitivité ne sont pas celles d'une fiscalité où justement certains, là, quand vous parlez des multinationales, c'est surtout des actionnaires qui se sont malheureusement gavés pendant la crise et les crises successives. Et donc, c'est pour ça qu'il va falloir changer de cap significativement. Yvan Verhofstadt, vous dites qu'il faut harmoniser nos règles fiscales au sein de l'Union européenne. Mais est-ce que l'Union européenne en a vraiment les moyens? Car, on le rappelle, il y a au sein du Conseil européen des 27 États membres une sorte de droit de veto de chaque État membre sur ces questions de fiscalité. Ce qui fait qu'on ne peut pas harmoniser les règles. Ce qui fait que l'Europe est en danger. Ce qui fait qu'aujourd'hui, entre autres, l'Europe est en danger. Elle est en danger parce qu'elle est incapable d'uniformiser ses règles fiscales. Elle est en danger parce qu'elle est incapable d'avoir une politique fiscale à ses frontières qui est cohérente dans un monde qui a complètement changé. Aujourd'hui, la seule alternative, la seule stratégie proposée par l'extrême gauche et l'extrême droite, c'est simplifier, c'est déréguler ou c'est taper sur les riches. Non, la réalité, c'est qu'on doit protéger. On doit protéger nos entreprises, on doit protéger notre système fiscal pour ne pas le mettre en concurrence. Le danger ou le risque, c'est toujours quand vous êtes en concurrence, vous faites diminuer les prix, mais vous faites aussi diminuer la pression fiscale, vous faites diminuer les normes environnementales, vous faites diminuer les normes sanitaires et sociales. La réalité, c'est qu'on doit assumer au niveau européen, on doit retrouver un leadership européen pour protéger ces valeurs-là, pour protéger notre fiscalité et nos normes. Vous êtes d'accord avec ça, Marina Meuzière? Oui, effectivement, il faut une harmonisation fiscale en Europe parce que sinon, il y a une concurrence qui s'exerce entre les différents pays. Donc c'est pour ça que nous avons défendu de changer de règle et de passer donc de la règle de l'unanimité à la majorité qualifiée sur les questions fiscales parce que vous avez des paradis fiscaux aujourd'hui en Europe. Donc effectivement, c'est un problème, c'est ce qu'on combat d'ailleurs et on pense que certains pays de l'Union européenne devaient être mis sur une liste noire de paradis fiscaux. Mais par contre, quand vous dites sur la déréglementation, la déréglementation, c'est vous qui la prônez, votre parti, quand vous votez la semaine dernière contre le devoir de vigilance. Le devoir de vigilance, vous savez, c'était ce fameux devoir justement qui visait à plus de transparence.
J'ai voté pour, contrairement à la gauche et aux écolos qui, à un moment donné, trouvaient qu'il en avait mis déjà trop d'eau dans le vin et que, quelque part, ils ont refusé le compromis, le seul compromis possible. Et on est arrivé encore moins. Vous avez détricoté le texte pour voter une version on a lâché la proie pour l'ombre, on s'est retrouvé avec rien du tout. C'est ça la réalité. C'est le travail de sape de votre parti et de Renew et de la droite et de l'extrême droite au sein du Parlement européen. Donc il y a un véritable problème et donc justement parce que c'était les questions de transparence des multinationales et donc liées à la fiscalité ce qui se posait à travers les votes que nous avons eus sur le devoir de vigilance et nous constatons que tout est tombé à l'eau. On voit que le débat est quand même assez vif sur ces questions-là. Merci de l'avoir très bien illustré. Merci à tous d'avoir suivi ce débat. Très bonne suite des programmes sur nos antennes.